Bonjour à toutes et à tous. Elle est ici. Elle est aussi ici sur cette terre depuis toujours par l'esprit de ses ancêtres. Elle est métisse, est née Anishinaabe, porteuse de sa tradition. Le statut d'aînée est celui d'une sage reconnue par sa communauté pour sa compréhension très profonde des complexes de la vie, ainsi que pour son expérience de vie. Elle est aussi enseignante universitaire et créatrice d'une méthode singulière, la pédagogie par symbole, autrice de plusieurs ouvrages, dont un livre sur la spiritualité autochtone. Et enfin, et surtout, elle est artiste multimédia depuis une trentaine d'années avec plusieurs expositions à son actif. Dolores Contré, bonjour. Merci d'être des nôtres pour une nouvelle causerie de la série La discipline et après cette matrice, quelle fabrique du savoir. Ta présence est d'autant plus appréciée en ce moment très occupé de l'année pour toi, entre une rentrée universitaire bien particulière, le déplacement de ton exposition, des installations ailleurs, ta démarche créative qui ne te quitte jamais et ta recherche. Merci Dolores d'avoir trouvé le temps pour cette causerie. Dolores, on le sait bien, le savoir est strictement organisé en disciplines. Et les disciplines se retournent aujourd'hui contre le fait disciplinaire lui-même, dans un contexte où le savoir n'est indexé qu'à la performance devenue critère exclusif. Et dans ce cadre, l'étudiant existe notamment dans une extériorisation de lui-même. Lors du processus d'apprentissage, il ou elle ne se permet que de manière exceptionnelle à prêter attention à son intériorité. Il demeure dans ce mouvement d'abandon de lui-même, et cela est malheureusement vrai même dans le cas des disciplines humanistes qui s'alignent elles aussi aux mêmes besoins de performer, c'est-à-dire de demander aux étudiants de performer, d'avoir un bon rendement et surtout d'être compétitifs, de sorte que les étudiants performent, mais sans se former aussi trop souvent. Le présent système de savoir, disposé quel tel, touche à la fin de sa potentialité, de sa fonctionnalité. Et ce n'est pas nous ici qui faisons cette affirmation. Elle est bien clamée depuis un bon moment déjà. Si nous ressentons aujourd'hui la crise de ce que j'ai appelé cette matrice, ce système, c'est entre autres parce que nous voyons de plus en plus cette extériorisation de nous-mêmes au nom d'une rationalité où les instruments produits de la raison se sont déjà tournés contre eux-mêmes depuis un bon moment. Les philosophes le signalaient déjà au début du XXe siècle. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus clairement, c'est que l'ennemi de la raison n'est pas l'irrationalité ou les passions, mais que c'est la raison elle-même qui est devenue son propre ennemi, comme le montre Martin Legros, entre autres. Alors, à travers ces rencontres informelles, nous avons commencé à explorer des avenues du savoir sous un angle conceptuel, sociétal, en partant des expériences concrètes, des expériences des gens d'exception que j'ai invités ici et qui ont l'audace d'une pensée authentique et différente. Les voix que l'on a fait entendre sont celles des jeunes qui héritent d'un monde du savoir à remodeler. Et si cela est peut-être vrai à chaque nouvelle génération, cette fois-ci, la tâche des jeunes est bien plus ardue. Et donc, on centre cette série de rencontres sur la jeune génération, sur la communauté qui vient, pour dire comme Agamben, j'ai pensé à t'inviter à inspirer ces jeunes par des connaissances ancestrales qui nous sont à nous un peu moins accessibles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter à nous dire quelques mots sur toi. Qui es-tu, Dolores? Comment tu te présentes ici et maintenant? D'abord, pour dire bonjour dans ma langue Anishinaabe, j'aimerais dire à tous « Kwe ». Et « Kwe », c'est le bonjour officiel et « Kwe », c'est comme « bonjour, bonjour ». Alors déjà, c'est une façon un petit peu plus chaleureuse de se saluer. Bujigibesa Indijnekas. Anishinaabe Kwe Menoata Wantegujikwe.
Aji Jakododem, Shindao. Alors, mon nom est Bujigibesa et je suis de sang croisé de racines Anishinaabe, qui sont les premiers hommes placés sur Terre, et les Wentigojik, ceux qui sont venus par bateau de l'autre côté de l'océan. Et lorsqu'on dit Adjijak Ododem Shindao, je suis, il s'agit de notre appartenance patrilinéaire clanique, donc d'un système de famille organisé chez les Algiques, chez les Anishinaabe, autrefois, qui permettait à chaque famille de jouer un rôle important dans la communauté. Et les Adjijak, ceux qui sont du clan du Grand Héron Bleu, sont particulièrement des enseignants dans l'exercice de leur leadership, ou des gens qui vont, par leurs conseils sages et judicieux, diriger la communauté avec l'aide d'un autre chef aussi. Alors, le leadership, autrement dit, il était partagé entre plusieurs personnes, mais certains ayant des rôles de leadership un petit peu plus forts que d'autres. D'accord, merci beaucoup. Peut-être nous expliquer un petit peu le terme de Anishinaabe, si tu veux bien. On raconte que Jim Neto, l'esprit créateur de tout l'univers, avait mélangé dans un grand migus en forme de coquillage, qu'on voit ici à l'arrière, les éléments de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, et de son souffle de vie est apparu l'Anishinaabe placé sur terre. Donc, on pourrait dire que c'est le premier être humain. Et lorsqu'on dit que nous sommes Anishinaabe, c'est un rappel d'un être humain véritable. Anishinaabe Kwe, donc femme du peuple Anishinaabe. Ah, d'accord. Et Dolores, tu es aussi autrice d'un ouvrage, d'un livre qui s'appelle Une pédagogie de la spiritualité amérindienne que tu fais publier en 2013 en France chez Harmattan dans la collection Écologie et formation. Peut-être tu pourrais nous expliquer ce titre-là que tu l'as ajouté à la couverture de ton livre dans ta langue. Oui, en fait, Nakanagewin, pour moi, c'est véritablement le vrai titre du livre, mais il a fallu trouver quelque chose un petit peu plus punché en français. Mais Nakanagewin, c'est une manière Anishinaabe de comprendre le cercle de vie, de la vivre aussi à travers nos pas qui nous mènent d'une saison à une autre. Alors, c'est ce qu'on voit sur l'image ici. Sur un territoire qui est toujours changeant. C'est une façon de s'adapter, mais donc aussi de transmettre les enseignements. Toujours en relation avec les lois et la compréhension des lois de notre mère, la Terre. Donc, c'est un peu ce que j'enseigne de façon initiatique pour sensibiliser les étudiants. Dans un premier temps, dans mes classes, cette cosmovision autochtone. D'accord. Tu es donc créatrice de cette méthode de transmission de savoir particulière, une méthode que tu appelles transculturelle et d'éco-formation, inspirée des enseignements des traditions spirituelles autochtones, si on comprend bien. Il s'agit d'une méthode donc atypique qui élabore un dialogue entre le symbole et la formation en éducation. J'aimerais t'inviter à nous parler de la manière dont cette méthode a vu le jour comme un pont entre le savoir traditionnel autochtone et celui de notre système d'éducation, ce qu'on appelle en anglais le mainstream. Comme nous l'avons dit, tu es à la fois aînée et enseignante au niveau universitaire. Tu as le privilège de connaître et de vivre à la fois dans deux mondes. À cet égard, on peut dire que tu es multidimensionnelle, pour rigoler.
Qu'est-ce que tu as transféré, Dolores, d'un monde à l'autre? Ça s'est fait petit à petit durant mon parcours scolaire. Premièrement, le milieu dans lequel je vivais, qui est surtout entouré de la forêt et de la rivière. Et ce sont ces deux éléments-là qui ont été les plus importants dans ma vie, dans mon éducation primaire au sens de naturel, en lien avec mes racines culturelles, mais aussi avec un mode de vie où on était aussi à cheval entre deux mondes parce qu'il fallait quand même aussi fréquenter les institutions scolaires de l'époque. Là, on parle des années 60, à mi-chemin entre les enseignements religieux qui étaient quand même avec un encadrement assez sévère, Oui. et puis graduellement vers la laïcité au Québec, si on se souvient bien de ces changements-là. Oui. Alors, moi, j'avais quelques difficultés d'apprentissage parce que tout ce qu'on apprenait me semblait abstrait et, je dirais, non en lien avec ma réalité de cette forêt, de cette nature dans laquelle je baignais. Alors, je dirais que graduellement, j'ai dû moi-même m'auto-apprendre, m'auto-réguler et m'auto-discipliner pour trouver mes propres stratégies d'apprentissage pour être capable de réussir sur le plan académique. Et ça a pris plusieurs années. Et c'est grâce aux exercices pratiques en forêt, dans le fond, que j'arrivais à appliquer ce qu'on apprenait à l'école en termes de français, de mathématiques. À l'époque, il n'y avait pas de sciences naturelles. Donc, dans le fond, moi, je faisais des sciences naturelles pour être capable, et des arts visuels aussi, pour apprendre la langue, pour apprendre les principes mathématiques de base. Donc, dans le fond, je me suis trouvée à développer une approche personnalisée pour être capable de m'adapter au système scolaire. Et je rêvais déjà à ce moment-là de mettre au point moi-même un système éducatif beaucoup plus holistique parce que je me disais que plus ça allait aller, plus d'autres enfants allaient vivre des difficultés similaires. Je me voyais un peu comme une précurseur, bien que je souffrais beaucoup de ces difficultés-là d'adaptation et de déception aussi de ce que pouvait représenter pour moi l'école. L'école, pour moi, c'était enfin une ouverture vers le monde universel, puis c'était loin d'être ça. Je voulais connaître l'origine des choses. Je voulais découvrir ce que l'âme humaine pouvait développer dans son propre potentiel, et c'était pas ça l'école. Alors, déjà, moi, je rêvais et j'échafaudais mon propre système au fur et à mesure que j'essayais de trouver des manières, des stratégiques de m'adapter. Et bien sûr, au fur et à mesure au secondaire, j'étais meilleure. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre au cégep et à l'université. Au départ, je voulais faire des études en psychosociologie, ce que j'ai fait aussi, mais j'ai finalement opté pour être un professeur en arts plastiques parce que c'était la seule voie à l'époque possible pour travailler un peu l'interdisciplinarité, l'interculturalité, et puis pour permettre aux jeunes de vivre un développement plus global de leur personnalité. Alors, c'est ce qu'on voit ici, en fait, ce système que j'ai développé, que j'ai appelé pédagogie par symbole, après avoir fait l'étude de ma propre pratique. À l'université, j'ai fait une maîtrise en études des pratiques psychosociales qui m'a permis d'analyser davantage ma démarche, qui était à la fois intuitive, mais basée sur des connaissances, par exemple, de ce qu'on appelait les écoles libres, les écoles alternatives. Donc, c'est évident que j'avais aussi étudié ces modèles-là, mais elles n'étaient pas nécessairement complètes. Et au fur et à mesure, en tant qu'artiste pédagogue, j'ai développé ma propre pratique sur le terrain, avec des enfants, avec des personnes handicapées, avec des gens qui avaient des difficultés sur le plan d'adaptation
psychosociales ou des gens qui avaient des problèmes psychiatriques, si on peut dire aussi. Alors, ce sont toutes ces personnes-là, dans le fond, qui m'ont enseigné, qui m'ont aidé à trouver des façons de les rejoindre dans l'âme humaine pour que eux puissent s'épanouir dans leur développement. Et ce développement-là, si je me fie beaucoup sur notre philosophie du cercle de vie et des 4 directions, donc par ce symbole ici qu'on voit, rattaché donc aux 4 directions. Donc, si je me fie à ce modèle-là, on voit que c'est à la fois une vision du monde dans la manière de se construire en communauté sociale, économique et politique, mais c'est aussi une façon de voir le développement intégral humain. Voilà. Alors, si on revient à l'image que tu as présentée, on voit qu'il y a le côté spirituel. Donc, si on revient à cette image, et pourquoi le côté spirituel? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu un terme qui semble ésotérique. On a beaucoup de difficultés à le définir, en fait, effectivement. Il est issu d'un autre monde, le monde spirituel. C'est un monde de lumière. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes issus de ce monde de lumière avant même de nous incarner dans la matière. Donc, le spirituel, c'est un peu notre origine à nous, tous les humains, mais pour tous les êtres vivants aussi, du monde minéral, végétal, du monde animal, et des mondes aussi, de toutes sortes d'êtres vivants, visibles ou invisibles. Nous sommes tous issus, fabriqués à partir du souffle de vie du grand mystère. Donc, le monde spirituel, c'est un peu notre origine à tous et à toutes. Et tu enseignes cela à l'Université de Montréal, par exemple, dans le cadre d'un programme en anthropologie, en théologie, et tu as même été invité à la faculté de médecine pour parler de cet aspect-là spirituel, un petit peu, comme tu dis, ésotérique, qui demeure pour vous très important dans le processus d'apprentissage et que nous avons complètement évacué. C'est ça, alors c'est d'abord et avant tout de reconnaître que nous sommes issus du monde spirituel. Ouais. Même si notre compréhension matérielle, physique ne nous permet pas d'appréhender toute cette dimension. Mais c'est du moins de la reconnaître et de la respecter et de voir qu'elle joue quand même un rôle important, surtout chez l'enfant. L'enfant, le terme oasis, enfant, c'est petite lumière. Et chez l'enfant, le bébé en particulier, aller jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans avant qu'il fréquente l'école, il est très proche du monde spirituel. Il est pur, il est spontané, il ressent le monde invisible, parfois il peut même le voir, il est dans l'instant présent. Alors, quand je fais des activités avec l'aide de Tewagan, le tambour que je vous ai présenté tantôt, rapidement, alors qu'on voit bien ici. Alors, Tewagan, le mot Tewagan signifie l'être qui entre en résonance avec tout ce qui est vivant, avec l'univers, la Terre, avec la Lune aussi, parce que ces ondes voyagent dans l'univers. Alors, quand je fais ces exercices avec Tewagan, j'aide les étudiants, j'aide les participants et participantes à retrouver cette essence spirituelle à l'intérieur d'eux. Peu importe de quelle manière ils peuvent le percevoir ou l'image, le mot ou le symbole qu'ils peuvent y mettre pour essayer de le définir. D'accord.
Est-ce que je peux te demander pourquoi tu t'es dirigée vers ces personnes qui ont des problèmes ou vers des jeunes enfants où tu disais tout à l'heure que c'est surtout des problèmes, des personnes qui ont des problèmes, disons un petit peu les marginaux. Comment tu peux expliquer ce choix en lien avec ces points cardinaux, avec les parties qui existent dans l'être humain, le mental, l'inconscient, et ainsi de suite. Et pourquoi tu as choisi ce type de clientèle? Ben, moi-même, j'étais perçue comme étant marginale de toute façon, donc un peu par affinité. En tant que métisse, c'est très difficile de construire une identité saine et solide, bien enracinée. On n'appartient ni à un peuple en particulier, ni à un autre. Des fois, il y a le rejet de part et d'autre, parfois l'acceptation. Donc, la construction est beaucoup plus complexe et difficile à faire. Et nécessairement, ayant moi-même, je dirais, appliqué ma propre médecine à travers le monde visuel, symbolique, à travers le récit, le tambour, le chant, la danse aussi, qui en fait partie, eh bien, j'ai trouvé que c'était je dirais, naturel d'aller vers ces gens-là parce que je voulais les aider. J'avais ce désir, c'est un désir de l'âme, hein, c'est un souhait. Et c'est par circonstance, parce qu'au moment où j'ai commencé à travailler comme enseignante au Québec, ben, tous les postes étaient déjà comblés. Et puis, tout ce qui restait, c'était des miettes qu'on appelle de fond de tiroir, que le ministère ou la commission scolaire ne se préoccupait plus ou moins. Et finalement, ben, c'est ce qu'on m'a donné. Et moi, j'étais très contente. C'était la meilleure opportunité pour moi. Et ensuite, j'ai fait des tournées dans les écoles avec des enfants, dans toutes sortes de types d'écoles multiculturelles, des écoles défavorisées ou des écoles au contraire très, très bien équipées, à air ouverte, des écoles privées, et puis aussi les écoles secondaires, bien entendu, les collèges, les universités, en France, au Manitoba, Saskatchewan. Alors, ça s'est élargi dans différents milieux. Communautaire, interculturel, la plupart du temps. J'aime beaucoup toutes les cultures et je sens qu'on a beaucoup d'affinités à travers toutes les cultures aussi. Oui. Alors, pour moi, ça, c'est un enrichissement. Lorsque, par exemple, je vais raconter le récit de l'arbre de vie, qui est un symbole vraiment universel, bien, ça me fait plaisir d'entendre des Africains qui vont raconter leur version, des Asiatiques qui vont se rappeler de certaines choses particulières, ou des gens d'Amérique du Sud, alors, ou les Celtes, des gens d'origine celte qui se rappellent encore un peu de ces enseignements-là. Donc, finalement, ça devient quelque chose d'universel et de transculturel, au-delà donc des racines culturelles, parce qu'on rejoint, dans le fond, notre essence spirituelle. D'accord. Donc, des miettes, tu as réussi à reconstituer un très beau et grand tout universel, universellement reconnaissable. Et tu l'as fait aussi en ne tenant pas trop compte de l'énergie et du temps que tu as déployé pour créer cette méthode. C'est aussi un volet important que je voudrais signaler parce que tu as travaillé énormément avec des moyens parfois qui te limitaient, mais tu t'es pas laissé limiter par ces moyens. Et tu as travaillé à cette méthode et tu as donné beaucoup de toi-même, de ton énergie, de ton temps, de ton savoir et ton savoir-faire. Et ce n'est pas euh, peu de choses. Donc, je crois qu'il faut le souligner. Tu as fait ce don de toi-même et c'est pour cela peut-être que c'est une méthode vraiment innovante qui sort de tous les sentiers battus et on peut visiter ton site internet dont l'adresse s'affiche dans le descriptif de cet enregistrement pour avoir plus de détails sur cette méthode. Maintenant, je voudrais te proposer de parler un petit peu d'un de nombreux et très riches symboles de ta méthode qui est le cercle. J'aimerais te proposer à parler un petit peu de la pensée circulaire qui me semble de plus en plus porteuse.
Alors, je m'explique. Notre raisonnement demeure encore, en trop grande partie, uniquement linéaire, un raisonnement causal, cause et effet, qui satisfait rapidement notre compréhension, bien qu'il ne nous permet d'expliquer des phénomènes. C'est donc un raisonnement explicatif, mais qui touche rapidement à une limite à laquelle notre esprit se heurte. Et de nos jours, plus le monde se complexifie autour de nous, moins ce type de raisonnement peut nous offrir des réponses convenables, acceptables et rassurantes. C'est le type de raisonnement propre à la dualité et au contraste complètement séparé. Matière, esprit, haut, bas, bien, mal, donc pas des contrastes complémentaires, des contrastes séparés, qui a donné naissance à la pensée mécaniste, héritée depuis le XVIIe siècle, avec Descartes, Bacon, Newton, ainsi de suite. Et à l'opposé, nous avons un raisonnement circulaire, où la cause et l'effet s'enchaînent et se nourrissent réciproquement. C'est un raisonnement qui n'explique rien. Les faits se précisent d'eux-mêmes par leur coexistence opérante avec leur cause. Et c'est le type de raisonnement qui est propre à l'unité, à l'entier. Serait-il possible de nous parler de l'importance de la pensée circulaire et de quelques-uns des outils dont tu te sers, le cercle de la parole et le bâton de la parole? Est-ce que c'est possible d'avoir une image Oui. du cercle, s'il vous plaît? Alors, d'abord, la pensée circulaire, elle se construit parce qu'elle nous permet, quand nous observons la nature, de voir que tout est inscrit dans un cercle. C'est donc une logique naturelle de la façon, par exemple, que le système solaire fonctionne, que les planètes circulent autour du Soleil, que la Lune circule autour donc de la Terre. Et donc, nécessairement par observation du fonctionnement de l'univers, qui est déjà inscrit dans ce mouvement circulaire ou elliptique, nous rendons compte, nous, quand nous sommes sur Terre, les Anishinabés, que nous vivons ce temps cyclique qui se fait beaucoup par le rythme des saisons. Ça, c'est la manière pratique de l'observer. Et nécessairement, tous les êtres vivants du monde minéral, végétal, animal, ainsi qu'humain et invisible aussi, les habitants incorporels de la forêt, si on peut dire, ou de l'eau, de la terre ou du feu, de l'air, sont nécessairement assujettis à ce mouvement circulaire. Et nous, dans le fond, c'est la première loi naturelle dont on doit se rendre compte pour pouvoir s'adapter à toutes les ressources qui peuvent nous être disponibles au fil des saisons. Donc, c'est comme tout à fait une logique naturelle dans un premier temps. Maintenant, quand on parle d'une pensée circulaire, là, on commence à construire de façon humaine dans une application sociale et communautaire. Et bien là, le cercle prend une dimension qui est beaucoup plus tangible. On va parler, par exemple, de la manière dont, sur le plan communautaire, les familles sont construites. Alors, et la façon dont ils vont partager avec leurs talents, avec leurs dons, comment ils vont se séparer les tâches, toujours pour permettre la survivance au fil des saisons. Donc, je dirais que c'est quelque chose un peu naturel, inscrit dans le mode de vie, soit nomade ou sédentaire aussi. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement théorisé, nous, les Autochtones. Par contre, on a quand même eu des sages qui, par leur récit, que j'appellerais des récits phénoménologiques, qui nous ont permis de transmettre des enseignements de sagesse pour nous permettre toujours d'approfondir notre compréhension du cercle de vie. C'est comme ça que ça s'est fait. Et il y a aussi une méthode ancestrale que j'ai reprise dans mes recherches aussi pour étudier ma propre pratique artistique et pédagogique, c'est l'heuristique.
Et dans le cercle de vie, on ne peut pas rien contrôler. Ah, Ça, c'est ça, très c'est important. intéressant. Oui. On C'est ne le peut monde de la nature qui lui-même est régi par des lois naturelles et des lois de l'univers. Et eux ne se posent pas la question, est-ce que je veux suivre cette loi ou ne pas la suivre? Eux, ils le font d'une façon tout à fait naturelle. Par contre, l'humain, lui, parfois, il se rend compte que s'il ne suit pas cette loi-là, par exemple, s'il y a un abus des ressources naturelles, qui est un bris de la loi du respect de la nature, ben, il y a une conséquence. Il y a une conséquence sur lui-même, il y a une conséquence environnementale et il y a une conséquence aussi sur les autres humains. Alors, c'est comme ça que les règles vont se mettre en place, les règles sociales et économiques, que aussi les enseignements à travers les récits des aînés vont se construire et vont se transmettre d'une génération à l'autre pour nous dire, ben voici qu'est-ce qui arrive à telle personne, tel type d'aventure, pour nous faire comprendre une loi et qu'est-ce qui se passe aussi quand il y a un bris de loi. Donc, nos leçons de vie se construisent au fil du temps, de génération en génération, toujours en lien avec ce mode de vie qui est circulaire. Voilà. Et donc, maintenant, quand on veut transposer ça en éducation, la pensée circulaire, oui, elle a son côté utile parce qu'elle nous permet encore une fois, de revenir à un développement plus global de l'humain, spirituel, dont j'ai parlé tantôt, mais aussi son développement physique, psychomoteur, son développement émotionnel, pour arriver à comprendre certaines choses sur le plan rationnel. Vous voyez, le mouvement est très différent. Peut-être que on peut arriver à tantôt montrer là, ce symbole-là avec la fleur de vie. Alors là, il y avait une enseignante en Manitoba qui m'avait demandé, idéalement, si on voulait construire un modèle vraiment là, qui est à mi-chemin entre le paradigme autochtone et le paradigme euro-américain, canadien, est-ce qu'on pourrait combiner la pensée circulaire avec la pensée linéaire, qui est une très grande question. Et je me le demande à quel point on pourrait. Je crois qu'on pourrait intégrer dans le cercle, on pourrait intégrer des triangles, des structures carrées, des rectangles, des méthodes empiriques aussi, mais les méthodes empiriques ne devraient pas être la norme, devrait être une des méthodologies pour comprendre certaines choses. Mais la méthode empirique, elle a aussi ses limites. Elle peut aussi être réductrice de sens. Donc, je crois que dans un premier temps, le cercle devrait prévaloir la logique d'un système parce qu'il est naturel. Nous vivons dans un cercle de toute façon que nous l'admettons ou non. Et on pourrait y intégrer différents types de méthodologies, d'analyse, de compréhension, dans lesquelles ça pourrait être de multifacettes venant de différentes cultures, parce que si on va du côté du Moyen-Orient, ils ont aussi leur façon de comprendre, d'appréhender la science, par exemple. Et puis, donc, c'est différent pour chaque nation en réalité. Et c'est surtout sur le plan économique et politique, en fait. Parce qu'à partir du moment où nous voulons respecter le cercle de vie, ça signifie respecter nécessairement les ressources de notre mère, la Terre, et de ne pas la surexploiter. Alors, c'est une autre façon complètement différente de concevoir l'économie sociale et la politique plus dans un niveau communautaire. Donc, je dirais que en fait, la grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est de continuer à vivre dans un système qui demeure patriarcal, alors que si l'humanité veut pouvoir évoluer avec des forces égales, sans domination de part ou d'autre, ce serait de voyager autant avec l'aile du féminin qu'avec l'aile du masculin.
Et toutes ces valeurs-là circulaires, communautaires, sociales, où on prend soin des uns et des autres, du bien-être, en fait, d'une communauté, c'est un principe féminin. Et ça, il faut l'admettre aussi. Il faut qu'on lui donne un petit peu plus d'importance de nos jours. Et cette idée-là de communauté, de cercle de partage communautaire, il faudrait peut-être revenir et relire un petit peu l'essence de ce que c'est un cercle de partage. Et vous avez des ressources extraordinaires à cet égard, parce qu'on ne sait plus faire communauté, surtout dans le milieu universitaire. On s'imagine qu'on sait faire communauté, mais on a oublié comment faire communauté. Et c'est important de revenir à ces concepts et à ces principes. C'est très porteur. Moi, je trouve que c'est intéressant de revenir sur ces concepts. Dolores, dans le préambule de ta méthode pédagogie par symbole, tu écris: par l'art visuel, le récit et le rythme de Tewegan, le tambour que tu nous as montré, je peux solliciter les parties conscientes et inconscientes de l'être humain grâce à des activités perceptivo-sensorielles qui le placent dans une expérience réelle et vivante. Je peux stimuler ses forces vitales et son élan créateur afin de redonner confiance en ses propres intuitions et à la voix de son cœur. Dolores, pour nous, aujourd'hui, la transmission du savoir repose sur l'unique sollicitation de la partie consciente de l'être humain, qui s'avère être de plus en plus conditionnée, formatée, robotisée. Nous l'avons vu plus tôt, l'humain, du moins l'homme blanc, est entièrement rationalisé, externalisé, conséquence de l'attachement à une pensée strictement linéaire. Et ce qui est dommage et même dommageable, c'est le fait que même les disciplines qui pourraient sortir de cette logique s'imposent d'y rester. Et je pense à la littérature, entre autres, qui par le fait qu'elle sollicite beaucoup l'imaginaire, elle s'adresse aussi à d'autres strates, à d'autres instances, que nous avons l'inconscient, sous-conscient, ainsi de suite. Mais elle s'efforce pourtant de demeurer trop souvent une simple science du texte. Apprendre est un geste fondamental de la vie. Il n'a pas d'origine ni de fin. Et selon les traditions anciennes, apprendre, c'est solliciter les 4 dimensions de l'être humain: le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. On pourrait se demander si on n'a pas pris en dérision l'humain en le scindant en morceaux pour s'adresser uniquement à sa partie consciente, pour solliciter en exclusivité cette partie lors du processus d'apprentissage. La partie inconsciente qui intervient dans l'apprentissage, ma foi, et ô combien, on l'a enfermée, minimisée, on l'a fait non important. Si l'humain comprenait cela, le savoir tel qu'il lui est transmis aujourd'hui lui deviendrait immédiatement insuffisant. Quand on dit qu'apprendre transforme, on doit se demander ce qui est transformé dans l'humain. Et c'est ainsi que ce geste aussi fondamental de l'humain, qui est celui d'apprendre, est devenu une simple technicalité mesurable, contrôlable, entièrement maîtrisable par quelques théories pliées déjà sur elles-mêmes, enfermées et, comme tu as bien dit tantôt, réductrices de sens. Pourquoi cela est vrai? Il suffit de regarder autour de nous. Je vais donner quelques exemples très concrets. On voit émerger de plus en plus dans le monde universitaire, je ne parle pas du monde profane, le monde universitaire, des pratiques corporelles, respiration, mouvement, yoga ou d'autres pratiques asiatiques, sonothérapie, chromothérapie, auxquelles on recourt pour stimuler tout notre corps à apprendre et à comprendre. Des cours ou des ateliers sont conçus à cet égard autant pour les étudiants que pour les professeurs. De nouveaux programmes universitaires apparaissent même timidement. Par exemple, l'Université de Sherbrooke propose dès cet automne 2020, en première absolue, un certificat en méditation pleine conscience pour médecins et personnels de la santé. Bientôt, de nouvelles disciplines ou champs de savoir naîtront
et ceux-ci ne seront probablement pas une nouveauté inouïe, mais plutôt un retour à ce que nous avions perdu entre-temps. J'aimerais t'inviter à parler un peu de l'importance de considérer l'humain de manière holistique lors du processus d'apprentissage, de laisser l'humain demeurer un, d'être entier, intérieurement, extérieurement, en lien avec l'environnement, de cesser à le scinder pour nous adresser uniquement à une partie de lui-même, la partie mentale consciente. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Bon, il y a plusieurs pistes là. Une des choses importantes pour laquelle j'ai travaillé beaucoup cet éveil de l'inconscient vers le conscient, c'est parce que souvent on est davantage guidé par l'inconscient si nous n'avons pas conscientisé quels étaient les désirs ou les intentions derrière soi, dans le fond, derrière la personne qui fonctionne dans le courant du quotidien, où on lui demande de réguler son comportement d'une certaine façon. Donc, il y a quand même beaucoup d'inhibitions. Il y a beaucoup d'émotions aussi qui sont étouffées. Et parfois, tout d'un coup, hop, il y a quelque chose qui ressurgit dans le comportement humain et on se demande d'où ça vient, comment ça se fait que ça s'est arrivé. Alors, c'est pourquoi je travaillais en particulier avec des gens qui avaient vécu, par exemple, des traumatismes, parce que, d'abord, la première des choses, c'est que le grand mystère parle à travers la voix de l'intuition, la voix du cœur. Et c'est cette voix que j'encourage les participants et participantes à exprimer. Et comme c'est difficile de le faire par la parole, je vais utiliser un moyen intermédiaire, si on peut dire, qui est le symbole, pour leur permettre de s'exprimer. Et dans le choix de type d'exercice que je leur permets de faire, ils vont spontanément choisir des signes qui les attirent. Et je leur demande de ne pas regarder la définition ou l'interprétation possible, mais vraiment de choisir 3 signes pour le plaisir, simplement, spontanément, comme les enfants le font, de les combiner pour construire un nouveau symbole. Et ensuite, on peut réfléchir à l'interprétation. Et c'est lors de ce type d'exercice que va ressurgir beaucoup d'éléments de l'inconscient ou des désirs ou des besoins qui étaient non exprimés. Donc, de l'inconscient, lorsqu'on arrive à la partie de l'herméneutique instaurative, c'est-à-dire de découvrir le sens de notre propre symbole qui a été construit, fabriqué, inventé, en fait, complètement créé, à partir de 3 signes qui pouvaient paraître disparates au départ, où on commence à créer des liens, on se rend compte que, ah, tiens, voici quelque chose là d'essentiel qui m'apparaît dans ma vie que je n'avais peut-être pas vu. Ou c'était flou, ou je n'étais pas certaine. Alors, il y a toutes sortes de commentaires qui vont ressurgir. Et là, tantôt, on parlait donc de l'usage du bâton de la parole. Alors, j'en ai un ici comme modèle. Alors, on se passe le bâton de la parole. Ça veut dire qu'on permet à chaque personne d'avoir un espace où il peut interpréter son symbole du mieux qu'il peut avec les indices que je lui ai donnés, tout en leur disant que les définitions qui sont associées à chaque signe, même si c'est des signes universels ou parfois autochtones et universels, ça demeure une interprétation qu'eux-mêmes peuvent aussi personnaliser. Alors, l'herméneutique prend son sens dans le cercle de parole au fur et à mesure. Et il y a aussi un autre phénomène qui se produit. À la toute fin, c'est comme une consolidation
de l'identité de la personne. Il y a un renforcement sur le plan de la confiance de soi, de l'estime de soi, par exemple, qui va permettre à la personne, ah, d'accord, je peux m'appuyer sur cela pour continuer à me transformer ou à apporter des changements dans ma vie ou à prendre de nouvelles décisions. Alors voilà, ça influe donc sur leur choix. Autrement dit, la conscientisation de leur réalité présente, Oui. qui est intégrale, qui prend donc en compte les émotions autant que la pensée, ainsi que les pulsions du corps. Bien, ça, c'est toute cette conscientisation-là de son véritable présent, moment présent, permet de propulser la personne dans un avenir, dans un futur, avec beaucoup plus de confiance et peut-être un peu différemment qu'elle aurait pu se le permettre dans une trajectoire habituellement normale, dans le sens de la normalité. Oui, oui, donc ce qu'on appelle normalité. Voilà. Parce qu'on ne sait pas si c'est la normalité ou non. Une fois, tu m'as raconté... Oui. C'est donc un petit exemple d'exercice concret avec cette pédagogie par symbole qui tient compte de tout le développement global de l'humain, mais à partir, dans un premier temps, de la voie de l'intuition. Une fois, tu m'as raconté que lors de tes activités, tu disposes les gens en cercle et tu leur poses une question très simple. Tu as touché un petit peu à cette idée de l'identité. Tu leur demandes qui es-tu? Et cette question s'avère finalement être l'une des plus difficiles. Pourquoi nous ne savons pas qui nous sommes, Dolores? Pourquoi on a arrêté à nous apprendre qui nous sommes? Et comment pouvons-nous réapprendre aux jeunes qui ils sont? Alors, c'est évident que lorsque je pose cette question, qui es-tu? Ça déstabilise tout de suite les personnes qui participent dans le cercle de parole parce que c'est pas quelque chose qu'on leur demande dans un premier temps. On va plutôt leur demander, que fais-tu dans la vie? Quel est ton rôle? Quelle est ta profession? Et les gens vont donc s'identifier à différents rôles qu'ils doivent exercer dans la société. Je suis père, je suis mère, je suis mari-femme, j'ai telle profession, je suis étudiant, vous voyez. Alors ça, c'est la façon dont les gens s'identifient dans la société. Et donc, les gens, autrement dit, ont de la valeur à partir du moment où ils ont un rôle important à jouer. Et il y a même toute une hiérarchie de rôles, hein, bien sûr. Si quelqu'un est sur bien-être social puis dit, ben moi, je suis un type du BS, nécessairement, premièrement, il ne pourra pas le dire, il n'osera pas le dire. Il y a déjà une honte, un blâme, et puis les autres vont le regarder de haut. Donc, déjà, on est dans une hiérarchie sociale qui est composée. Et les gens sont habitués à être entraînés, donc à s'associer à différents rôles. Alors, quand je demande qui suis-je, on démantèle en fait tout ce système-là de rôles auxquels nous sommes habitués, auxquels on s'associe. Et là, c'est vraiment une réalité beaucoup plus profonde qui touche l'humain. Qui es-tu dans ton humanité? Et qu'aimerais-tu partager dans cette perception-là de ton qui suis-je et d'où tu viens. Alors, il y a des gens aussi qui vont s'associer à différentes religions. Je suis chrétien, je suis musulman, parce que pour eux, c'est très important en termes de valeurs et ça fait partie de leur construction identitaire. Un autre va dire, je suis d'origine asiatique. Encore une fois, c'est important. Mais quelqu'un va dire, si un autre a dit asiatique, l'autre, moi, je suis juste un Québécois. Tu sais, c'est très ordinaire dans la société québécoise. Ça dit tout, ça dit rien. On ne sait pas trop même c'est quoi être un Québécois. Si on dit, je suis d'origine autochtone, là, il y a déjà une connotation politique automatiquement. Ça va bousculer un peu les rapports humains autour de soi. Donc, ça devient complexe à répondre. Où est-ce qu'on se situe dans le cercle de vie à l'heure actuelle? En tant qu'être humain, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis à l'est, à l'ouest, au sud, au nord? Comment puis-je le savoir? Donc, c'est tout ce voyage-là que j'invite
les participantes pendant quelques sessions pour finalement apprendre à se situer. Quelle est ma véritable position dans le cercle de vie? Quelles sont les parties de moi-même que j'ai à développer? Et graduellement, c'est ce parcours-là que nous faisons ensemble. C'est un cheminement. Il part des premières racines qu'on est capable de conscientiser dans le qui suis-je et d'où je viens. Et au fur et à mesure, ce qui suis-je et d'où je viens va prendre un peu plus d'ampleur, va être même, je dirais, au devant de la façon dont ils vont me faire des travaux de recherche. Ils vont devoir se situer d'abord et avant tout. Ils ne peuvent pas réussir le cours sans, dans un premier temps, tenir compte de qui suis-je et d'où je viens. S'ils ne tiennent compte que d'une façon objective, comme ils sont habitués dans les autres cours, ils ne peuvent pas réussir mon cours. Ils doivent s'impliquer en tant qu'humains. Ils doivent faire des liens entre qu'est-ce qu'ils apprennent dans le cours en termes de savoir et qu'est-ce qu'ils apprennent en termes de savoir-faire pour apprendre à communiquer les uns et les autres dans le respect d'ouverture de cœur et d'esprit, donc à appliquer cette éthique communicationnelle à travers le bâton de la parole. Et ils doivent aussi mettre en place ce qu'ils ressentent physiquement, ce qu'ils ressentent dans leurs émotions, quels sont leurs sentiments par rapport à ce qu'ils apprennent, de quelle façon ça les bouscule. Ils doivent donc s'impliquer corps et âme pour réussir le cours, par exemple. Ce que j'appellerais, excuse-moi, ce que j'appellerais le savoir-être. Tu as dit savoir, savoir-faire et savoir-être humain, finalement. Exactement. Qui est pour toi la compétence la plus importante dans ton cours. Oui. Tout à fait. Et c'est pourquoi la tradition orale du côté autochtone est très importante, parce qu'elle met en valeur le savoir expérientiel. On ne transmet pas un concept en l'air comme ça, abstrait. Il est contextualisé. Le savoir est toujours contextualisé en relation avec avec une expérience humaine qui nous a permis de tester cette compréhension, ce savoir, et même de transmettre la façon dont ça a été expérimenté, pour que d'autres puissent à leur tour l'expérimenter aussi et le comprendre par eux-mêmes. Donc, il s'agit d'un système où on va développer l'autonomie dans la recherche. C'est une recherche indépendante, si on peut dire, du vrai ou du faux, ou de ce qui nous apparaît comme étant vrai ou faux. Oui. Et donc, ce n'est pas une imposition du bien ou du mal, Non. mais c'est toi-même qui l'apprends à travers tes propres expériences, ta propre exploration du monde concret, et qui voit aussi les conséquences à ce moment-là, qui permet donc de conscientiser. D'accord, alors j'ai fait telle erreur, mais j'ai appris de cette erreur-là et je le raconte, ce récit, pour que les autres puissent comprendre aussi. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne doit pas faire la même erreur. Peut-être qu'il a besoin de passer par là aussi, comme d'autres n'auraient pas besoin non plus de passer à travers cette même expérience qui peut être malheureuse, malencontreuse. Voilà. Alors, c'est pourquoi nous racontons pour développer des savoirs de sagesse. On appelle ça des ikinamadiwin. Alors, bien sûr, mes étudiants ont la chance de recevoir des ikinamadiwin, mais je leur demande aussi de réfléchir et de se positionner par rapport à cela, à partir de leur qui suis-je et d'où je viens. Oui, c'est ça. Et cela oblige à reconsidérer tout le système d'évaluation finalement, parce que tu ne peux plus évaluer comme dans un cours normal à partir de ces données. Oui, je crois que nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup, beaucoup. Dolores à l'organisation et disposition paradigmatique du savoir tel que nous la voyons aujourd'hui, en discipline fermée, en case, en département, faculté, école, ainsi de suite. Donc à cette disposition paradigmatique
fermés et séparés, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait voir venir? Selon toi, qu'est-ce que tu crois que viendra? Donc, quel sera l'avenir du savoir? Il est important de reconnaître le fait que le savoir, il est multiple. Il y a plusieurs interprétations. Il est important de reconnaître toutes les perceptions issues des nations venues des 4 directions de la Terre. Et non pas seulement d'imposer un seul système de compréhension du savoir ou une seule façon de l'analyser ou de le construire, de le déconstruire ou même reconstruire. Alors, je crois que dans un premier temps, ce serait de reconnaître que toutes les nations de la Terre ont développé différentes méthodologies pour développer leur savoir, pour le transmettre aussi, pour l'enseigner. Ça, c'est dans un premier temps. Et de créer donc un espace interparadigmatique. Alors, pas seulement autochtones d'ici, européens, canadiens, américains, mais j'inclurais aussi tous les peuples de la Terre. Parce que nous en sommes rendus à ce monde universel. Le savoir doit devenir universel. Pour le moment, il ne l'est pas. Il est imposé de façon universelle, mais il ne l'est pas. Parce qu'il n'est pas reconnu, par exemple, quand est-ce qu'on va reconnaître que les peuples africains qui ont été lourdement, je dirais, assujettis par la race blanche, on va appeler ça comme ça, quand est-ce qu'on s'est intéressé à leur culture qui a été pourtant très grandiose bien avant le développement de l'Europe, par exemple. Alors, il y a eu là des enseignements importants qui font partie des racines des Africains et qu'on ne reconnaît pas. Ils ont développé des méthodes eux aussi. Ils ne sont pas là que pour nous amuser, chanter, danser avec leur bonne humeur. Vous voyez? Alors, parfois, les cultures multiethniques sont considérées comme une façon de nous distraire de la grisaille du quotidien, puis avec nos couleurs et toutes nos beautés folkloriques. Mais les nations ont développé des choses beaucoup plus profondes que cela, dont les civilisations anciennes, grecques ou autres, se sont inspirées et sur lesquelles repose tout le système du savoir européen en réalité. Alors, dans un premier temps, il y a ça. Alors, si on revient à cette image que tu as montrée, qui représente la cosmovision, la Terre, le savoir ne vient pas seulement des humains. Le savoir vient aussi de nos grands-pères du monde minéral, des plantes et des arbres, en particulier de ce que la voix des arbres peuvent nous transmettre et que les enfants souvent sont très sensibles. Ils peuvent entendre la voix des arbres. Moi, je l'entendais quand j'étais enfant. Et vous savez ce que l'arbre de vie me racontait? Il me disait que nous étions à l'ère où nous devions apprendre à nous unir les uns les autres. Que mon avenir devait être de me construire comme artisane de paix. Et c'est pourquoi j'ai développé cette pédagogie par symbole, en fait. Et c'est pourquoi j'ai mis en place des cercles de parole avec l'usage du bâton. C'est pourquoi je raconte le récit dans l'arbre de vie. C'est pour construire des citoyens, des citoyennes, artisans, artisanes de la paix, mais qui sont conscients de ce qu'ils portent en eux. Nous sommes rendus à cette ère nouvelle où nous devons unir l'humanité en une seule race humaine en réalité, parce que c'est ce que nous sommes. Donc, de tenir compte des 4 racines de l'arbre d'humanité. Alors, cette vision que je présente à travers Acquis le monde est inclusive. Elle comprend le monde minéral, végétal, animal et humain. Mais voyez, l'humain, il est dans une
dans le ventre de sa mère. C'est un fœtus en développement. Il est tout petit dans l'univers. Au centre, nous avons cette cosmovision qui est le cercle de vie avec les 4 directions. C'est ça qui régit l'univers. C'est ce qui contrôle en quelque sorte tous les êtres vivants, visibles et invisibles. Et nous avons des gardiens de la porte de l'Est, de la porte de l'Ouest, de la porte du Sud et du Nord, avec lesquels nous pouvons entrer en relation pour nous permettre de nous développer de façon holistique, nous permettre de développer nos savoir-faire et nos savoir-être dont vous mentionniez tantôt, de développer des systèmes de valeurs éthiques. Et si je réfléchis sur quelle serait la valeur la plus universelle possible qui est en lien avec toutes les traditions spirituelles des peuples de la Terre, il y a bien sûr le respect, la compassion, le partage, la générosité. Ce ne sont pas nécessairement toutes les nations qui les ont respectées, ces valeurs-là. Mais on se rend compte que si nous le faisons, nous permettons la perpétuité de la race humaine. Nous permettons la pérennité des ressources de notre mère la Terre et nécessairement de nos savoirs, nos savoir-faire et savoir-être. Tout ça, ça va ensemble. Et si nous pouvons arriver à comprendre ce principe de l'unité, dans le fond, de la nature, dans sa diversité, dans sa biodiversité, ben, la race humaine doit fonctionner avec ce même principe aussi de base. Merci énormément pour ces paroles sages que tu as partagées avec nous à cet égard-là. C'est vraiment impressionnant. Dolores, tu n'es pas uniquement une aînée autochtone et enseignante universitaire, mais tu es aussi une artiste hors pair qui se sert des méthodes anciennes pour s'exprimer en parfaite unité avec la nature dans le cercle de la vie. Comment l'art informe-t-il ta propre pédagogie et comment tes démarches pédagogiques inspirent ton art? Donc, ma démarche artistique est bien sûr basée sur l'intuition, sur la mise en lumière de l'inconscient vers le conscient. Donc, j'ai travaillé beaucoup ça dans ma démarche artistique au départ. Et puis, cette démarche heuristique, qui est une démarche de chasseur, de pêcheur, de cueilleur, de nomade, en fait, se retrouve dans l'art, se retrouve aussi dans les méthodes pédagogiques dans l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'heuristique? C'est que lorsque, par exemple, on se promène en forêt, nous allons apercevoir des pistes d'animaux, nous allons apercevoir une toile d'araignée, nous allons apercevoir une branche qui est grugée. Et ces 3 éléments-là qui se retrouvent sur notre chemin au fur et à mesure vont nous apporter des indices nécessaires. Donc, si par exemple, j'aperçois la piste du chevreuil et que je suis un chasseur ou un cueilleur, je vais nécessairement vouloir continuer à suivre ces pistes. J'aboutis à une toile d'araignée. Je me dis donc, normalement, cette toile-là, soit qu'elle a été construite avant le passage du chevreuil ou après le passage du chevreuil. Ça veut dire que ça m'indique quelque chose d'autre. Donc, à partir de ma première piste, j'arrive à la toile d'araignée qui m'amène à réfléchir sur ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer et qu'est-ce que moi je dois faire maintenant. Alors, peut-être que je vais devoir, par exemple, modifier ma trajectoire, ce qui n'était peut-être pas prévu au départ. Donc, d'un lien à l'autre, voilà. Je suis en train d'explorer un nouveau chemin qui m'amène un petit peu plus tard à justement m'apercevoir que, tiens, il y a une branche qui est grugée vers la gauche, qui me fait bifurquer du sentier, par exemple, où j'avais aperçu des pistes au départ.
Alors, cette branche-là va m'indiquer encore une fois qu'il y a un animal qui l'a grugé. Et il y a peut-être un semblant de sentier qui va m'obliger à aller vers un endroit inconnu. Mais si je le prends, ça va m'amener à un ruisseau qui va donc me dire, ah, tiens, oui, le chevreuil a bu de l'eau. Moi aussi, je peux boire de cette eau, puisqu'elle est bonne. Donc, vous voyez, ça c'est un peu l'heuristique. C'est de se permettre, j'ai une intention en tête, chasser, cueillir des plantes, mais est-ce que je vais revenir avec le gibier en question que j'ai en tête ou avec les plantes que je pensais peut-être cueillir à un certain endroit? Il se pourrait que mon plan se modifie au fur et à mesure de mes observations tout en étant à l'écoute de la nature. Donc, ça, c'est un peu la façon dont je pourrais expliquer la démarche heuristique en art. Et nécessairement de m'apercevoir qu'il y a des matériaux, je travaille beaucoup avec des matériaux naturels, il y a des matériaux peut-être que je ne pourrai plus retrouver sur le territoire parce qu'il est abîmé par la pollution. Je vais devoir peut-être récupérer des morceaux de matériaux qui sont presque morts. Je vais devoir sans doute les recycler pour créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est toute cette démarche de réflexion heuristique qui va m'amener à nécessairement développer quelque chose de nouveau dans l'art et nécessairement quelque chose de nouveau sur le plan stratégique, pédagogique. Parce que l'humain, chaque être humain est différent, comme on le sait, nous sommes tous uniques. Chaque être humain apprend un peu d'une façon différente. Si on n'a qu'un seul modèle d'apprentissage, il y a bien des enfants qui vont être malheureux parce qu'ils n'auront pas la chance d'apprendre qui ils sont, d'où ils viennent et comment ils peuvent développer leur plein potentiel. Donc, il faut leur permettre d'explorer, d'expérimenter dans ce monde vivant de la matière avec leur corps, leur cœur, leurs émotions pour eux-mêmes comprendre les choses et les comprendre dans leur vision du monde aussi. Non pas comme moi, j'aimerais qu'ils les comprennent. Voilà. Ça aussi, il faut respecter cette liberté. La liberté d'exploration, d'expérimentation, mais aussi de compréhension du savoir. Oui. Et c'est ainsi que l'art inspire ta pédagogie, parce que tu te laisses guider par ton intuition, par la mère nature, par la mère terre. Et c'est cette idée de guidance intérieure, d'intuition que tu transposes aussi dans ta pédagogie et tu réussis très bien à la mettre en place. Cette guidance, elle est très terre à terre. Elle passe par mes sens. Elle passe par l'observation, l'écoute, le toucher, par le senti, l'odorat aussi qui va me guider, par un sixième sens qui me dit que je me sens observée parce que si moi je chasse, il faut aussi savoir que je peux être chassée également. Dans le cercle de vie, tout est en interrelation, tout est en mouvement. Donc, il y a déjà des animaux, des oiseaux qui m'ont détecté, même avant que je mette le pied dans la forêt, parce que j'entre dans un univers qui ne m'appartient pas, auquel je dois composer, que je dois respecter. Il y a une façon de marcher, par exemple, aussi, de fouler le sol. Donc, il y a tout cet apprentissage kinesthésique, corporel, que je dois mettre à contribution pour arriver à comprendre certaines choses. Parfois, je réussis, parfois, je manque mon coup aussi. On peut manquer sa cible aussi. Donc, il faut apprendre à étudier. C'est ça un peu la praxéologie, la démarche praxéologique me permet de reculer en arrière sur les pas que j'ai faits et d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que je n'ai pas vu, quelles sont les choses que je n'ai pas entendues. Et ça se voit dans l'enseignement aussi. Parfois, il y a des problèmes d'apprentissage, il y a des problèmes de discipline. Ouais. Est-ce que les problèmes de discipline viennent de l'erreur qu'a commis un enfant? Non, il vient de l'erreur qu'a commis l'enseignant. Et le problème de la discipline est un SOS, un message qui est lancé en enseignant pour il y a peut-être quelque chose
que je n'ai pas été suffisamment attentif. Qu'est-ce qui se passait dans l'âme de l'enfant? L'enfant n'est pas toujours en mesure d'expliquer, mais il va envoyer un message à sa façon, de façon corporelle, bien sûr, parce que son premier langage, c'est par le corps. Alors, bien sûr, moi, je vais aider les enfants à objectiver ce qui se passe à l'intérieur d'eux à travers un symbole. Ça va les aider ensuite à trouver les mots nécessaires pour s'exprimer. Et donc, ça aide l'enfant à passer à travers sa difficulté d'apprentissage, par exemple, si c'est le cas. Lors de ta dernière exposition, Dolores, tu m'as parlé du côté visible et invisible du monde, du lien et de la séparation. Les broderies que tu réalises avec des piquants de porc-épic sur écorce de bouleau et que tu as disposées dans des caissons illuminés sont un excellent moyen de le faire voir et de symboliser ce rapport visible-invisible. Pourquoi? Parce que l'œuvre regardée à lumière éteinte est entièrement différente de la même œuvre regardée à lumière allumée, où l'écorce devient transparente et laisse entrevoir sa propre matière, son grain, qui t'a guidé en fait lors du traçage des contours. Autrement dit, l'invisible nous guide. Et devant une de tes œuvres, tu m'as parlé de la toile d'origine, un réseau intelligent, naturel, éternel, qui relie tous les êtres, toutes les âmes, toile qui y était représentée, donc tu l'as représentée dans une de tes œuvres. Qu'est-ce qui arrive à cette toile naturelle, Dolores, aujourd'hui où une toile artificielle s'y greffe, le réseau intelligence artificielle, Internet? Donc, chez nous, on a cette expression grand-mère araignée qui tisse la toile de l'univers. Ça fait partie d'un de nos récits d'origine, de la façon dont elle a construit l'univers. On parle de l'univers terrestre. Donc, si on revient à l'araignée, là, nous sommes au courant qu'il existe tout un réseau d'énergie qui entoure le globe terrestre. Et ce réseau énergétique, les hommes et les femmes de connaissance, depuis plusieurs millénaires, en fait, s'en sont servis pour reconnaître qu'il y avait des lieux de pouvoir un peu partout sur la planète, notamment ici en Amérique du Nord. Ces lieux de pouvoir servaient à des guérisons, servaient à des moments de cérémonie ou de rituels particuliers, où on pouvait rassembler les gens pour, je dirais, entrer davantage en relation avec les énergies de notre mère, la Terre. On peut parler d'énergie tellurique, d'énergie aussi de l'air, du feu ou même de l'eau aussi. Alors, tous ces réseaux communicants qui sont interreliés, soit à l'intérieur du ventre de notre mère, la Terre, ou même aussi qui circulent à un niveau énergétique autour du globe terrestre, étaient connus et reconnus et nous permettaient de voyager d'une dimension à une autre aussi. Alors, c'est évident qu'avec les nouveaux réseaux Internet, fibre optique et autres, et les satellites, c'est évident qu'il y a certains de ces fibres communicantes naturelles, énergétiques, qui sont perturbées. Il y en a qui peuvent peut-être être rompus ou corrompus même aussi. Donc là, ça commence à devenir un peu plus difficile de maintenir un équilibre avec les forces terrestres. Et ces perturbations peuvent bien sûr causer toutes sortes de problèmes, pas seulement climatiques, mais toutes sortes de séismes, tremblements de terre, éruptions volcaniques et autres choses aussi. Donc, l'humanité est gravement, je dirais, testée à travers toute cette pollution des réseaux énergétiques. C'est l'humain qui en souffre, les animaux aussi, bien sûr, les plantes, et le haut degré de
pollution fait en sorte que c'est de plus en plus difficile de communiquer librement avec ces réseaux énergétiques, de permettre cette fluidité-là. Donc, bien sûr, l'humanité, la vie humaine est menacée sur Terre à cause de tout cela, de tous ces désastres-là. On peut arriver à nettoyer ces réseaux énergétiques. On a des remèdes aussi possibles. D'abord, il y a moyen de restaurer ce réseau de grand-mère araignée qui tisse la toile de l'univers. Encore une fois, c'est toujours dans le respect, dans la reconnaissance des lois de notre mère la Terre, dans cette reconnaissance et connaissance aussi de ces lois-là. Et il y a moyen d'arriver à retrouver cet équilibre-là, à nettoyer. Nous pouvons, par les sons, par exemple, le pouvoir des sons, de Théouégan, entre autres, du côté de notre culture autochtone, mais les sons tibétains aussi, toutes sortes de systèmes sonores, en fait, que les peuples ont développés depuis des millénaires. Cette science des sons peuvent nettoyer certains réseaux énergétiques. On peut dépolluer l'eau, l'air, aussi. Il y a des plantes qu'on peut mettre à contribution également. Donc, on a, dans le fond, je dirais, toutes les sciences possibles à notre disposition pour arriver à recréer cet équilibre de la terre-mère et de toutes ces forces, de tous ces pouvoirs des éléments, en fait, pour qu'ils ne deviennent pas destructeurs, mais plutôt avec lequel nous pourrions reconstruire la terre. Et ça me ramène à cette image que tu as apportée de la femme du ciel, ce récit de la femme du ciel. Et si on se souvient de ce récit, la femme du ciel, à l'origine, l'eau est complètement recouverte, la terre, pardon, est complètement recouverte par l'eau. Parfois, on dit que c'est à cause d'un déluge, d'un gros désastre. Parfois, on dit non, c'est à l'origine, bien avant le déluge. Bon, alors il y a plusieurs versions, mais si on retient bien le message, cette femme du ciel arrive d'un autre monde où elle est reçue par le conseil des animaux, qui sont des survivants du déluge. Elle dépose ses pieds sur le dos de la grande tortue et elle va demander aux animaux de l'aider à reconstruire la terre à partir d'un élément tout simple, quelques grains de sable que Wajak, donc le petit animal qu'on voit qui ressemble à un rat musqué, c'est lui qui va aller chercher un peu de terre du fond de l'eau, dans toutes les profondeurs de l'eau, et grâce à ces 3 grains de sable, donc imaginez le potentiel de toute vie terrestre qui se retrouve dans ces 3 grains de sable. Et on le sait aujourd'hui par l'ADN, on sait très bien qu'on peut reconstruire toute vie à partir d'une petite cellule. Alors, c'est ce qu'elle a fait, la femme du ciel. Elle a reconstruit la terre telle que nous la reconnaissons aujourd'hui à partir de ces 3 grains de sable. Et avec l'aide donc de la tortue qui nous rappelle le cercle de vie. Donc, la tortue, c'est le cercle de vie avec les 4 directions. Alors, voyons ici la terre et la carapace de la tortue. Donc, elle a étendu ces 3 grains de sable. Excuse-moi. Ces 3 grains de sable autour du cercle de la carapace de la grande tortue qui s'est mis à grossir pour devenir la terre telle que nous la reconnaissons. Et c'est pourquoi nous appelons l'Amérique la grande tortue, le territoire de la grande tortue. Voyez? Alors, tous ces récits prennent un sens encore plus, je dirais, complet aujourd'hui à la lumière de ce qui se passe présentement, les événements actuels.
Et s'il fallait revenir un petit peu à cette araignée qui est une figure mythique d'extrême importance, qui est reliée au féminin sacré, au féminin diabolisé aussi, ça dépend des mythes, ça dépend des récits. Ce qui est impressionnant, c'est ce dessin-là au milieu. J'ai été fascinée par voir ce dessin au milieu avec les deux triangles qui se croisent et avec cette spirale, avec cet abîme-là qui s'ouvre au milieu de cet encroisement de triangles. Et tu m'as dit que cette image-là, en fait, c'est une image que tu l'as vue effectivement sur le dos de l'araignée. Exactement. En fait, c'est quelque chose qui est déjà utilisé en termes de symbole dans certaines pratiques spirituelles, mais je l'ai véritablement vu sur le corps de cette grand-mère araignée qui porte l'univers, en fait. Donc, si on revient à la spirale qui représente vraiment le mouvement de l'univers, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et ces deux triangles qui réunissent le masculin et le féminin en termes de forces égales et qui s'inscrivent aussi dans le cercle. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que Grand-mère Araignée a déjà toute cette sagesse inscrite en elle. Voilà, c'est ça. C'est que nous avons oublié à regarder ces symboles qui se trouvent partout dans la nature. Donc, c'est une très belle représentation, encore une fois, un symbole très, très important. Si on revient au symbole de la femme du ciel, oui. Par exemple, il y a plusieurs versions, bien sûr, il y a des versions Anishinaabe, des versions iroquoiennes. C'est un des récits fondateurs les plus importants. Et la femme du ciel a mis au monde des jumeaux de la création. Dans certaines versions, c'est 2 garçons. Ici, c'est un garçon et une fille. Donc, ça représente un élément constructeur, un élément destructeur. Et l'équilibre entre les deux fait en fait que ça permet une rotation du jour et de la nuit. Et que dans les actions que nous considérons bien, il peut y avoir aussi une conséquence malheureuse. Et dans les actions qu'on pourrait considérer malheureuses, il y a aussi un bien qui peut ressortir de cela. Ça ressemble beaucoup à cette notion du taoïsme, de la complémentarité du masculin et du féminin, des oppositions en fait qui se complémentent et qui doivent travailler ensemble. Et ça aussi, c'est une autre notion très importante qu'on doit considérer dans notre cosmovision. Et aussi, si on veut construire un nouveau paradigme, on doit vraiment considérer ces deux éléments-là, ces deux forces-là importantes aussi. Oui, et ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'on parlait du raisonnement linéaire, où les contrastes sont complètement séparés, alors qu'ici, c'est une complémentarité entre les contrastes. C'est effectivement un aspect à considérer pour un nouveau système. En expliquant ta démarche créative de peinture en symbole de la carte de l'Anaudière. L'Anaudière, c'est une région au nord-est de Montréal, pour ceux et celles qui nous écoutent depuis l'étranger. En traçant cette carte sur une grande peau d'orignal, tu m'as raconté comment tu l'as travaillée. Tu laissais cette peau sécher et s'exprimer pendant la nuit. Et les gens qui passaient devant ton balcon la voyaient et tu t'étonnais à constater qu'ils ne reconnaissaient pas les endroits qui étaient figurés. Ils ne savent même plus où ils vivent, où ils sont, as-tu dit. En essayant de comprendre cette situation, on t'a alors répondu que de nos jours, avec le GPS, les gens ont de moins en moins besoin de cartes. Et tu avais alors répondu: plus ils ont le GPS, plus ils sont perdus. Est-ce que je peux t'inviter à développer un peu à ce sujet qui m'a semblé vraiment intéressant? C'était un peu une métaphore en réalité, mais c'est vrai que les gens, au lieu de se fier sur leur propre sens d'orientation,
comme on l'apprenait quand on vivait en forêt ou dans la nature, pas seulement du côté autochtone, mais aussi du côté des Québécois et Canadiens. On se servait de boussoles, notamment comme matériau pour la survivance en forêt, là, comme outil. Mais donc, ces gens-là ont perdu cette notion. Où est le nord? Si on sait où est le nord, on ne pourra jamais être perdu. Et parfois, les GPS, bien sûr, se fient sur une carte qui a été tracée d'avance pour eux. Et les gens aboutissent dans des endroits complètement perdus, là, des endroits qui sont fermés, dans des détours, ou, etc. Donc, en réalité, les gens n'apprennent plus à se diriger par eux-mêmes. Alors ça, c'est le danger de se fier à une technologie qui remplace, dans le fond, le sens de l'orientation naturelle de l'être humain. Et ça, c'est malheureux. Alors, nous, ce qu'on avait fait, ma nièce et moi, en fait, qui avons travaillé sur cette peau d'orignal qui s'appelle Mousse Andajimo, l'orignal qui raconte encore et encore, parce que lui, quand il voyage sur son territoire, quand il se déplace de façon sinueuse, un peu comme les rivières, de façon méandreuse, et aussi de façon en spirale. Donc, nous avons construit nos éléments, notre composition, en fait, en suivant ce mouvement sinueux et circulaire en spirale, pour respecter l'orignal, en fait, qui raconte. Mais nous avons pris véritablement la carte de la région de la Nodière et nous l'avons projetée sur cette peau-là pour nous rendre compte qu'en réalité, elle était déjà inscrite dans les fibres de la peau d'orignal. Ah. Le fleuve, les rivières, les emplacements, les zones géomorphologiques étaient déjà placés de manière à ce que nous ayons simplement à suivre les indications de l'orignal, qui nous disait tout quoi faire un peu d'avance, mais au fur et à mesure seulement. Il ne nous disait pas tout d'un coup sec, mais de jour en jour, dépendamment du taux d'humidité, du soleil, de la pluie, etc., bien, on voyait apparaître les enseignements que l'orignal voulait bien qu'on porte attention et qu'on pouvait révéler donc par la couleur, par les lignes, par les formes. Comme quoi la carte est inscrite dans notre essence, sur notre peau. La carte était déjà inscrite dans la peau de l'orignal, Oui. puisqu'il parcourt le territoire depuis des millénaires et qu'il le connaît très bien. C'est inscrit dans ses os, dans ses fibres. Alors, ça a été une des découvertes qu'on a fait. On s'est rendu compte que ce n'était donc pas nous, comme artistes, qui décidions où nous allions placer les animaux et les plantes, mais c'est l'orignal qui nous le dictait. Et bien sûr, les gens n'étaient pas habitués à voir leur territoire avec, je dirais, une demi-once de la nature. Ils connaissent leur territoire par des voies routières. Oui. Les routes même de VTT, ils vont reconnaître ça. Oui. Les routes de skidoo, ils vont connaître ça. Oui. Ils ne se rendront pas compte que lorsqu'ils prennent une voie routière, parfois, de façon panoramique, on peut suivre le fleuve ou certaines rivières, mais parfois on traverse la rivière à plusieurs endroits. Et puis, sans même se rendre compte qu'il s'agit de la même rivière parce que cette rivière-là, elle est sinueuse. Elle voyage. Et notre vie est comme une rivière, en fait. C'est jamais en ligne droite. Donc, un GPS va nous amener d'un point à l'autre en ligne droite, mais ne nous permettra pas de se rendre compte que nous sommes dans un paysage qui est normalement formé par la géomorphologie, formé par les glaciers, formé par les rivières qui ont pris leur chemin à travers tout cela. Et depuis le retrait de la mer de Champlain, en fait, donc, nous avons décidé de raconter cette histoire-là qui date de 11 700 ans, avant l'arrivée des colons. On est habitué à reconnaître le territoire de Nodière par les villes, par le nom des villages, par des industries ici et là, mais nous voulions faire voir aux gens qu'il y avait eu
toute cette histoire avant eux, avant l'arrivée des colons. C'est un territoire que, depuis des millénaires, les Anishinabés et les peuples iroquoiens ont cohabité en relation avec les ressources de la nature qui étaient déjà présentes, dépendamment des zones géomorphologiques qui s'étaient construites. Donc déjà, on reconnaissait qu'à certains endroits, il y avait des forêts abondantes avec des lacs qui permettaient donc de vivre un mode de vie nomade assez aisé par la chasse, la pêche et la cueillette, alors que du côté du littoral du fleuve Saint-Laurent, eh bien, qu'on appelle l'Odaoué, en fait, non pas Saint-Laurent, bien, il y avait des terres cultivables et très riches. Le sol était donc très riche pour permettre la sédentarisation de certaines nations aussi. Et toute cette histoire-là, elle est méconnue dans la Nodière, et c'est celle-là qu'on a décidé de raconter grâce à Mousse Andajimo. Et vous avez réussi à la faire magnifiquement. Ton exposition d'Okop Jigan, ballot de récits racontés en symboles, vient de s'achever donc à Notre-Dame-de-Prairie à Joliette pour s'ouvrir à la Maison des cultures amérindiennes à Saint-Hilaire du 3 octobre au 17 janvier, 3 octobre 2020 au 17 janvier 2021. C'est une exposition vraiment à voir. Pour le mot de la fin, Dolores, de quoi avons-nous besoin pour innover vraiment? Pour voir le chemin qui se trace, cette communauté qui vient, pour accueillir le monde qui arrive. Nous avons besoin de reconnaître non seulement nos besoins physiques, mais nos besoins psychiques, qui composent tout le développement de l'être humain intégral, global, dont nous avons un peu parlé tantôt. Mais nous avons besoin de le faire en relation avec notre mère, la Terre, dans la compréhension des lois. Nous avons besoin de reconstruire une communauté humaine qui se maintient en équilibre avec les ressources naturelles. Nous avons besoin de recomposer un système économique et politique qui est en accord avec les lois de notre mère, la Terre. Et nous avons toute l'intelligence et les ressources technologiques nécessaires aussi pour le faire aujourd'hui. Nous avons aussi la chance d'être en communication avec tous les peuples de la Terre. Ça, c'est extraordinaire, ce que nous ne pouvions pas faire il y a 500 ans, par exemple. Donc, je crois que l'humanité, elle est prête à être capable de construire un nouveau cercle d'unité dans cette diversité pour construire un arbre de paix, planté sur la montagne la plus élevée de la Terre. Comme dans ton récit que l'on peut écouter en regardant ta chaîne YouTube. Donc, dans ce changement de paradigme que nous ressentons et qui se produit en ce moment, il est important de nous demander comment on veut s'adapter peut-être à ce changement de paradigme, en créant, en restant dans le même cercle vicieux ou en outillons la nouvelle génération dans le respect des lois de l'univers et des lois de la Terre. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rester dans le même cercle vicieux ou on veut recréer et retrouver peut-être, parce que en fait, je ne sais vraiment pas si on crée quelque chose de nouveau ou on revient à quelque chose qui a bien existé et que nous avons perdu. Donc, pour pouvoir avancer et pour pouvoir définir un nouveau système beaucoup plus approprié à notre présent aujourd'hui. Il y va de la survivance de l'humanité. En fait, ce choix nous est donné. Le cercle vicieux, nécessairement étant quelque chose de statique, entraîne la mort, oui, la destruction, tandis qu'un système évolutif en spirale qui permet le mouvement de vie naturel va nous permettre de continuer à perpétuer cette vie. Effectivement, effectivement.
Un immense merci, Dolores, d'avoir accepté, partager avec nous de ta sagesse, de ton histoire, de nous parler de ton chemin de vie, de ton engagement aussi et de ton credo dans un monde meilleur. Merci beaucoup, Dolores, pour cette entrevue. Petit miigwech à toi, Mireya. Ça a été un Merci. grand plaisir. Merci. Et Bamapi, donc, à la prochaine dans le cercle de vie. Merci. Merci beaucoup, Dolores.